And they try to push you to the side and keep doing that. And it's like 10 years later, I'm still here, bro. My career has only been doing this. Only been up. It's niggas who was the hottest shit in 2012. Where the fuck they at right now? And I'm fucking here right now. Skin glowing, pockets heavy, garage silly, house dumb. Looking for a lake house right now. I don't even talk like this, but niggas keep doing it. Talk to them, niggas on the internet, message board niggas, they'll trade their life for mine easy. Stop fucking talking to me. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Le 27 mai 2019 sonne le glas de la victoire du rap alternatif. Tous les grands médias en parlent. Tyler, the Creator, a finalement un album numéro 1. Une grande surprise lorsque l'on sait que DJ Khaled sortait son album le même jour que le leader d'Haute Future et qu'il paraissait évident pour beaucoup que la première place lui serait offerte sur un plateau. Cependant, les choses ont changé. Le face-à-face entre Tyler, the Creator, le weirdo du rap alternatif qui ne passe jamais en radio, et DJ Khaled, la machine à hit since 2006, c'est un peu comme l'affrontement entre David et Goliath. Tous les éléments sont réunis pour que le géant philistin gagne le combat et pourtant c'est le petit garçon chétif qui va l'emporter. On est dans une nouvelle époque où Internet a redistribué les cartes. Désormais, les artistes de niche peuvent bâtir une audience engagée et ainsi avoir des résultats aussi probants qu'un artiste mainstream. Et c'est ce que Tyler, the Creator nous a prouvé. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours de Tyler, the Creator et en parallèle de celui de DJ Khaled depuis la fin des années 2000 et ainsi tenter de comprendre comment un artiste de niche comme Tyler, the Creator a réussi à bâtir une audience et un univers aussi puissant, le permettant ainsi d'arracher la première place à DJ Khaled. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tous ceux qui likent la vidéo avant même qu'elle commence. Merci à vous, vous me donnez une force incroyable. Pour ceux qui me soutiennent en général et qui likent mes vidéos, merci à vous aussi. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, je vous invite à le faire maintenant ou en fin de vidéo si vous avez apprécié la vidéo. Dans tous les cas, ça me donne beaucoup de force, donc je compte sur vous. Donc voilà, sans... Non, regardez plutôt vers le ciel. Bonjour à tous, ici Major Aviator. Alors, si tu es un expatrié français, a French expatriate, et que tu veux checker les programmes en France, eh bien, il te faut un VPN. Et c'est pour ça que NordVPN sponsorise cette vidéo, this video. Alors tout d'abord, NordVPN, c'est un must-have pour ceux qui veulent avoir accès au catalogue international de Netflix, Disney, Amazon Prime, bref, toutes les plateformes de streaming. Donc fini la phrase programme non accessible dans votre pays. Right? Aussi, NordVPN est un excellent moyen de te protéger des attaques. Bon, parler d'attaque quand on est dans un avion, c'est un peu bizarre, hein. Oh, coucou le protecteur. It's all safe. You're all gonna be fine. Aussi avec NordVPN, obtiens une protection antivirus. Oui, NordVPN te propose tous ces services, donc pense-y, alright? Le but est de bloquer tous ces haters. Blocking out the haters, know what I'm saying? C'est bientôt la rentrée et j'ai demandé à NordVPN de te faire une offre, d'accord? An offer very enticing, alright? Alors, NordVPN propose 3 grands packs. Essentiel, avancé et enfin ultime. Et bien avec le code promotion MAJOR, obtiens une écrasante réduction. Pour te dire, l'offre essentielle est à moins de 3 € par mois. Et en plus de ça, tu as les 4 premiers mois gratuits. For free, you know what I'm saying? Tu peux tester, tu n'as aucun engagement. Le lien se trouve dans la description et enfin sur le premier commentaire. Je te laisse checker et moi je reprends le pilotage de cet avion. Alright, allez, à bientôt. Maintenant que je dis ça, sans plus attendre, on y va. Revenons en 2009. DJ Khaled, we the best season has returned. DJ Khaled est déjà une star internationale du rap. Il sort hymne après hymne avec la crème de la crème du rap. Quasiment tous les rappeurs les plus populaires de cette époque-là participent à ses albums. Et quand je dis populaire, je parle de Kanye West, Lil Wayne, Akon, Young Jeezy, Birdman, T-Pain, Fat Joe ou encore Rick Ross. T'as pas compris, c'est Major Boss, embrasse ma bague. Ce qui démarquait déjà DJ Khaled à cette époque-là, c'est qu'il faisait de la musique de vainqueur. Tu vois, c'est de la musique qui donne envie de te réveiller tôt
tôt le matin, de faire tes pompes et d'aller chercher ces sous, tu vois, aller chercher cet argent. Faut savoir que cet album est sorti à peu près pendant la crise des subprimes, donc il en fallait du courage. Quand T-Pain crie We go home, ou quand Akon au refrain fait All day grinding, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? T'avais les meilleurs de l'époque dans ces refrains, gars. Ces morceaux passés en club, c'était le feu. Après, j'avoue, il faisait des clips avec un fond vert de compétition. Non, je rigole, c'était dégueulasse. Les clips ont grave mal vieilli, j'avoue. Bah, il fallait déjà payer les invités. Il allait pas quand même, en plus de ça, débourser un budget pour un décor. Économie oblige, hein, et d'ailleurs, personne ne mouftait, hein. Et ouais, quand t'es un boss, il faut faire des économies, poteau, gang gang. En 2009, DJ Khaled compte déjà 3 albums au compteur qui ont déjà bien marché et que l'ensemble de l'industrie valide. En 2009, il obtient ses premières récompenses. This is we the best, man. I work hard, man. I work hard. Et pendant ce temps-là, à Ladera Heights, Alright, this is fucking Ladera, guys. And we can't fucking figure out a fucking intro because these fat just can't think of nothing fucking cool. un homme du nom de Tyler Gregory Akonma, alias Tyler the Creator. Bon, je vais pas vous faire le Tyler the Creator, parce que je sens tout le monde va rire dans les commentaires. Ok, on est entre français, je dis Creator, c'est plus simple. Donc Tyler a créé un collectif d'artistes assez atypique qu'il nomme Haute Future Wolfgang Kill Them All. Un nom qui nous rappelle plus la culture punk ou metal que la culture hip-hop. Alors, qu'est-ce qui a poussé Tyler à créer ce collectif? Comment il en est venu à faire de la musique? Et là, je vais refaire sa biographie, je l'ai fait il y a quelques années, mais c'est toujours bien de la refaire, ça fait longtemps. Tyler est né et a grandi à Hawthorne, une ville proche de Los Angeles, et il a également vécu à Ladera Heights un peu plus tard. Élevé par une mère célibataire, Tyler développe un lien très fort avec elle, et en parallèle de ça, une haine contre son père qui les a abandonnés lorsqu'elle n'avait que 20 ans et qu'elle était enceinte de lui. Dès l'enfance, Tyler est loin d'être le petit garçon noir traditionnel que tu as l'habitude de voir à LA. Par exemple, sa mère l'inscrit au basketball, mais il est éclaté, on le traitait comme ça. Dans son adolescence, Tyler est un garçon assez solitaire parce que les garçons de son quartier ne partagent pas trop les mêmes centres d'intérêt que lui. Lui, par exemple, ce qui le passionne, c'est d'écouter de la musique, toutes sortes de musique, et de se confectionner des fausses pochettes d'albums. Dès l'âge de 7 ans, il développe un goût pour la musique très prononcé, au point que l'argent qu'il gagne lors de ses anniversaires, il les dépense directement dans des albums. Parmi les albums qui l'ont énormément marqué à cet âge-là, il y a notamment Badouism de Erykah Badu, Love Deluxe de Sade, ou encore Usher avec son album éponyme. Donc tu l'auras compris, ce qu'il a touché au départ, c'est surtout le R&B. À l'âge de 12 ans, il apprend seul à jouer du piano sans savoir lire les notes. Il le fait simplement au son du piano. Pour lui, c'était trop compliqué d'apprendre à lire les notes, donc il a laissé tomber. Et en parallèle, il développe aussi une passion pour le rap. Et oui, au début des années 2000, il y avait énormément d'artistes rap qui passaient à la télé, donc forcément, il en est aussi tombé amoureux. Et d'ailleurs, parmi les rappeurs dont il s'identifie le plus à cette époque-là, eh bien, c'est Pharrell Williams. Alors pour des raisons évidentes, skater, culture alternative, le weirdo de service en quelque sorte. Alors, niveau scolarité, Tyler s'épanouit assez peu dans le système scolaire. Alors déjà parce qu'il change 12 fois d'école dans son enfance, et également parce qu'il passe pour le weirdo de service. Alors comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, parce qu'il a une personnalité un petit peu à part, il a des kiffs à lui. Alors bien sûr, tous les jeunes de son âge vont écouter de la musique, mais lui, il a un goût pour la musique assez large. Il va écouter du rock, de la musique indie, du R&B, du rap, et en termes de personnalité, il est assez décalé par rapport aux autres enfants de son lycée. Donc dans cette période de sa vie, il se fait assez souvent harceler. 7th grade, they used to fuck with me. I wore black trucker hats and fucking the shiny fucking little accessories like black fucking Slipknot and good Charlotte tees and shit. Just they used to call me white boy and shit. And I hated that shit. Like, why can't I just be a fucking human? En 2007, alors qu'il n'a que 16 ans, Tyler met pour la première fois ses idées à exécution. Il gribouille sur un cahier le fameux Donuts, qui deviendra le logo d'Haute Future, son collectif qui rassemble OG Beats, Left Brain, Kazé Veggies, Jasper the Dolphin, Earl Sweatshirt, Domo Genesis, Seed et bien sûr Frank Ocean. Une équipe de noirs californiens tout
tout aussi déjantés qu'il rencontre sur internet et dans les skateparks. Et tous ces gens-là, il les rassemble autour de la musique. Alors ce groupe de rap West Coast détonne complètement par rapport à ceux qu'on a l'habitude de voir. C'est une bande de renois skateurs qui traînent dans les quartiers de la classe moyenne, voire bourgeoise de LA, et qui sont influencés également par le punk rock, le metal, la scène R&B soul. Bref, des points de référence complètement différents par rapport à ceux qu'on a l'habitude de voir venant du rap West Coast. Alors dans cette période-là, sa maman déménage pour aller vivre à Sacramento et lui reste à LA vivre avec sa grand-mère. Et donc son but est de poursuivre son rêve dans la musique et en parallèle de ça, il faut manger. Donc il va se trouver un job. Il fera 2 ans et demi chez Starbucks avant de se faire virer. How long did you work at Starbucks? 2.5 years, and this lady named Cindy, she was a new manager, she hated on me. And she fired me, and I hope she's watching because I still hate her. Et fera à peine 2 semaines chez FedEx. Alors ce moment où tu te fais virer d'un job et qui te laisse le temps de poursuivre ta passion, on connaît. En parallèle de son job, il sort son premier album en 2009 du nom de Bastard. Un opus qui abrite schizophrénie, confession suicidaire, bref, la provocation à l'état pur. L'influence garage est présente aussi bien sur la couverture complètement psychédélique que dans la musique en elle-même. Encore loin des radars des gros médias à ce moment-là, Tyler se bâtit une vraie communauté sur Internet, que ce soit sur MySpace à cette époque-là, c'est d'ailleurs comme ça qu'il rencontre pas mal de gens, sur Facebook, Tumblr ou encore Twitter. Et tout ça, il réussit à le faire grâce à sa grosse voix qui colle pas avec son corps, un caractère bien trempé et un humour trash. Mais en dehors de ça, Tyler, the Creator a vraiment une proposition musicale qui détonne et à cette époque-là, Internet commençait à permettre à des artistes un petit peu différents de proposer quelque chose et de rencontrer un public. En 2011, alors qu'il vient juste d'arrêter de bosser pour FedEx, la consécration arrive pour lui. En effet, un morceau parodique style rap de New York qu'il nomme Yonkers est en train de devenir ultra populaire. Et donc il fait le clip de ce morceau-là et ça devient viral. I'm a fucking walking paradox. No, I'm not. Threesomes with a fucking triceratops. Les passages les plus populaires de ce morceau sont la scène du cafard ou encore le suicide à la fin. Et donc le rappeur Dowdorn se fait un nom en étant transgressif, provocateur comme je l'ai dit, et parfois même violent, en tout cas dans les visuels qu'il propose. Fort de sa nouvelle notoriété, il sortira la même année Goblin, la suite de Bastard. Dans ce projet, Tyler, the Creator est schizophrène, psychopathe et sociopathe. J'avoue, c'est très joyeux tout ça. Alors Tyler, the Creator et son collectif commencent sérieusement à se faire connaître sur Internet et en particulier sur la scène underground grâce à leur proposition musicale qui est complètement à l'opposé de ce qui se faisait à ce moment-là et d'ailleurs je dirais même dans la scène underground en elle-même. Et pendant ce temps-là, du côté de DJ Khaled, la recette n'a pas changé excepté les budgets qui ont augmenté. We going up! Showtime! Cette année-là, DJ Khaled signe chez YMCMB, Believe It, et sort l'album We The Best Forever avec le single Welcome to My Hood pour ouvrir le bal. Alors, petite anecdote, refait dans le clip. Coucou! Le deuxième single, I'm On One, marquera davantage les esprits avec notamment le couplet de Drake. Get it while you here, boy. Cause all that hype don't feel the same next year, boy. La seconde collaboration de Drake avec DJ Khaled, le single atteindra la 10e place du top 100 des Billboards. Un accomplissement major pour DJ Khaled. Incroyable. Avec l'appui du maire de la Nouvelle-Orléans, j'ai nommé Birdman. La carrière de DJ Khaled sera en pleine ascension d'année en année. La position de DJ Khaled est claire. Faire de la musique de célébration pour les clubs en rassemblant toutes les têtes d'affiche du moment pour leur faire faire un morceau qu'ils n'auraient jamais fait autrement. Bref, du hip-hop mainstream à l'état pur. Aujourd'hui, encore tous les rappeurs qui veulent devenir populaires passent par lui. Il connaîtra une véritable ascension avec Young Money, mais il quitte le label en 2015. Et pendant ce temps-là, Tyler fait sa propre thérapie avec le morceau Answer, où il s'adresse directement à son père qui l'a abandonné. Hey Dad, it's me. I'm Tyler, I think I be
your son, sorry. I called you the wrong name. See, my brain's splitting. That isn't your name. See, back, that's a little more thin. Ce morceau est extrait de son second album Wolf, sorti en 2013. Un album moins sombre que Gobelin, plus comique et globalement très réussi. Sick to my motherfucking tummy. Bitch must think I'm a motherfucking dummy. Because I just bummy, bitch think I'm broke. Bitch, I ate one roach and I made a lot of money. Alors à titre personnel, c'est probablement l'un de mes albums de Tyler, the Creator favoris. En fait, avec le temps, Tyler, the Creator a commencé à créer un vrai univers cartoonesque. C'est-à-dire, on est passé de quelque chose d'assez sombre, de grunge, punk, etc., à quelque chose de plus en plus lumineux, de plus en plus drôle, mais toujours aussi psychédélique et provocateur. Et même quand tu regardes le clip de Domo 23, c'est le clip à l'opposé de ce qui pouvait se faire dans le milieu du rap, tu vois, c'est pas un clip de rap traditionnel. Le seul rappeur qui aurait pu faire un clip similaire comme ça, c'est Eminem. Mais en dehors de ça, personne n'aurait pu faire un clip comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre le temps de checker les lunettes de Earth Sweatshirt quand même, c'est incroyable, c'est... Je crois qu'aujourd'hui ce serait à la mode en plus, mais je trouve ça tellement drôle. Ce passage-là, ça me tue. Bref, et c'est justement ça la force de Tyler et de Haute Future globalement, c'est que les clips vont être un excellent moyen pour eux de promouvoir leur musique. Alors tu me diras, tous les clips sont là pour promouvoir la musique, c'est vrai, mais dans leur cas, ils vont vraiment débourser un vrai budget pour créer des scénarios, pour faire des trucs drôles, et c'est ça qui va leur permettre de devenir viral et de se faire connaître, parce que leur musique ne passe pas en radio. Et aussi, tu sens grave l'influence de Pharrell Williams dans ce projet-là, un peu plus que les précédents. Étant donné qu'il va sur quelque chose d'un peu plus lumineux, ça me paraît cohérent aussi de s'inspirer de plus en plus de son mentor, en quelque sorte. Tu prends par exemple le morceau Beamer, c'est clairement du Pharrell Williams. Donc tu l'as compris, on sort de l'horrorcore pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et malgré le fait qu'il commence à connaître du succès avec sa musique et qu'il a signé en maison de disque, même s'il a un contrat de distribution, Tyler, the Creator se dit pas « Tiens, je vais aller sur quelque chose de mainstream pour conquérir un plus grand public ». Il va rester dans sa niche de rappeur alternatif, aussi bien visuellement que musicalement, et surtout musicalement d'ailleurs. Ses choix d'instru et ses textes sont à des années-lumière de ce qu'on peut appeler le rap mainstream de cette époque. Je pense notamment à Wiz Khalifa, à Drake, à Young Thug, Migos, etc. On est sur quelque chose de complètement à part. Wolf débute à la 3e place avec 89 000 albums vendus la première semaine et aucun morceau dans le top 100 des Billboards. Cherry Bomb, qui sortira en 2015, donc 2 ans plus tard, arrivera à la 4e place avec 51 000 copies vendues la première semaine, donc il chute considérablement par rapport au précédent album et aucun morceau ne sera dans le top 100 comme pour le précédent album. En fait, Tyler ne fera aucune concession, c'est-à-dire aucun single formaté pour les radios. Et c'est justement ce qui m'amène à parler de sa stratégie de niche. Tyler, the Creator est la définition même de comment travailler un marché de niche. Et toutes les personnes souhaitant toucher un marché de niche devraient s'intéresser de près à Tyler, the Creator parce que c'est un cas d'école excellent. Alors tout d'abord, il a parlé à une audience du rap qui était assez mal adressée depuis des années. Alors, je te fais un récapitulatif de l'état du marché en 2010-2011, grossièrement pour que tu comprennes. J'irai même entre 2009 et 2012. Alors, la radio était remplie de chansons rap mélangées à l'eurodance. C'était pas l'époque la plus glorieuse pour le rap. Beaucoup ont détesté cette époque. Marc a détesté cette époque. Pour moi, la pire, c'était vraiment entre 2008 et 2010. Donc en fait, ah, tu parles encore de 2008 à 2010. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Non, mais haine contre cette période. Non, en fait, c'est juste pour mettre en perspective. Bon, David Guetta, c'est la cible facile de cette époque, mais en vrai, il y a quelques morceaux que j'ai appréciés à l'époque. Je pense notamment au morceau avec Kid Cudi ou encore Play Hard avec Neo là. Bah ouais, à cette époque-là, j'étais étudiant, j'allais en soirée étudiante et en soirée, t'as pas envie d'écouter des morceaux conscients, tu vois. Surtout après avoir sifflé 2 ou 3 verres de vodka Red Bull, bon. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de merde, hein. Je pense notamment aux morceaux de Black Eyed Peas à cette époque, Flow Rider, Usher et même Wiz Khalifa, CME. Bon là je te cite des artistes qui ont fait de l'électro mais qui n'ont pas fait toute leur carrière dans l'électro. Usher c'est Usher quoi, tu vois, même Black Eyed Peas. Et à côté de ça, tu avais la trappe. Lex Luger était devenu le producteur phare de tous les rappeurs. Je pense notamment à Rick Ross, Waka Flocka, Gucci Mane, Wiz Khalifa, Young Jeezy, Juicy J. Wiz Khalifa, il était vraiment partout, hein. Il était dans tous les bons coups. Entre les deux, le troisième grand courant était l'underground. Alors l'underground, c'est très large parce qu'il y avait toutes sortes de rap à ce moment-là. Et en fait, si tu veux, moi, je représenterais ça comme des petits îlots, tu vois. Donc, tu as les 2 grandes îles qui sont la trap et le rap Eurodance. Et autour de ça, tu avais plein de petits
petits îlots avec du rap underground. C'était une période où les choses étaient en train de bouillonner, tu vois, mais il n'y avait rien qui se dessinait en dehors de ces deux grands mouvements. Et pour comprendre l'underground qui entourait ces deux grands îlots, il fallait être un passionné et un initié. Si t'es pas un initié, tu vas galérer à comprendre tout ça. Et ça tombe bien, j'étais un initié, donc je regardais un petit peu tout ce qui se passait à ce moment-là. Et justement, ce que j'ai compris dans cette période-là, c'est que si tu comprends pas justement l'un de ces petits îlots underground qui représentent un marché de niche, ça va être très compliqué pour toi d'adresser ce marché-là. Parce que ce marché de niche en particulier a une clientèle avec des critères spécifiques qui la différencient des autres, des codes aussi. Et donc si tu ne comprends pas ces codes, ça va être très compliqué d'adresser le marché. Et d'ailleurs, parmi toutes ces niches, à ce moment-là, tu avais la drill de Chicago qui commençait à se faire connaître. Et pour ce qui est de la niche de Tyler, the Creator, c'était un petit peu la niche qui m'intéressait le plus à ce moment-là. Il y a un visuel qui est sorti sur Twitter qui résume assez bien les gens qui s'intéressaient au rap underground entre 2011, je dirais, et 2015. Donc tu avais Tumblr, tu avais Mishka, la marque de sap, Clams Casino, le créateur du cloud rap, Lil B, the bass god, le rappeur qui a lancé le cloud rap et qui a influencé tout le cloud rap, notamment Young Lean, le A$AP Mob. Tu avais aussi ce clip de Earth Sweatshirt qui avait grave tourné parce qu'il était en correctionnel à ce moment-là. Tu avais Men Attraction. Bref, c'était une époque que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, je fais un bisou à Atman parce que lui et moi, on était grave à fond dans cette époque-là. Et donc, dans ce rap underground-là, tu avais Haute Future. Et le public d'Haute Future était particulier, tu vois. Skater, enfant des suburbs, avec des points de référence différents des autres. Donc, il fallait comprendre ça. Et l'animateur de radio, Rosenberg, l'a très bien expliqué. Coming from suburbia, white kids of privilege were able to take hip-hop as one reference point and be like, I love this hip-hop shit. But we had so many other reference points because we were raised on stuff that was completely different. And I think what you brought to hip-hop, you were a super hardcore hip-hop head, but you had this really wide range of reference points. Et c'est intéressant parce que ces fans de rap-là, qui sont des skateurs, vont aimer le rap, mais vont aimer un rap qui est plus traditionnel en général. Donc Wu-Tang, Gangstar, Mobb Deep, et pas nécessairement aimer le rap actuel, Migos, etc. Alors ça, c'était valable il y a 10 ans à peu près, il y a 5 ans, je dirais même. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent. Les générations ont changé. Mais disons que c'est des petites différences comme ça qui font toute la différence. Et ce qui explique notamment pourquoi un morceau comme Yonkers, qui fait très old school, a cartonné notamment auprès de ce public-là. Parce qu'il y avait justement ces codes que cette communauté-là connaît. Et cette section du rap-là, elle est difficile à adresser lorsque tu es une major. Parce qu'une major, en fait, qu'est-ce qu'elle veut? C'est gagner un maximum d'argent le plus vite possible. Et le problème, c'est que pour la major, il faut rassembler un maximum de data, donc un maximum d'informations, avoir les bonnes personnes pour adresser un marché qui en réalité est un marché de niche, et comme son nom l'indique, un marché de niche et un marché qui rapporte moins d'argent. Donc pourquoi la major va se concentrer à développer cette niche-là, mettre autant de moyens sur un Tyler, the Creator, quand elle peut viser l'Eurodance ou la trap où il y a le plus d'argent en quelque sorte. Et tu vois par exemple des artistes comme A$AP Rocky ou encore Wiz Khalifa, c'était des artistes qui étaient à la base très appréciés de la scène underground, ok? C'est comme ça qu'ils ont commencé. Mais lorsqu'ils ont signé en maison de disque et qu'ils ont voulu développer leur audience, c'est là qu'ils ont changé de style de musique. Si tu écoutes leur premier projet et leur projet actuel, ça a beaucoup évolué et ça s'est beaucoup adapté aux standards de la radio et de la musique populaire de toutes les années qui ont suivi leur signature. Et c'était justement le problème d'un Lil Durk à cette époque-là qui avait une grosse audience dans un marché de niche qui était la drill, et lorsqu'il a signé en maison de disque, Def Jam a voulu le lisser et l'adapter pour qu'il puisse être populaire, mais ça n'a jamais fonctionné. J'en avais parlé dans son LSD. Aujourd'hui, justement, les artistes ont cette chance-là de pouvoir développer une très grosse audience sans avoir à travestir leur flow. Et d'ailleurs, lorsque l'album de Wiz Khalifa est sorti, il y a eu un mec sur Twitter qui a posté un truc en représentant la carrière de Wiz Khalifa, en disant que le début du cheval, ça représente le début de sa carrière, donc c'est très bien dessiné, et sur la fin de sa carrière, c'est un dessin tout pourri qui représente en fait les derniers albums de Wiz Khalifa. Ce gars-là, c'est un geek du rap, justement, qui a suivi Wiz Khalifa au début de sa carrière, lorsqu'il était underground, et maintenant qu'il est devenu mainstream, il accroche plus du tout. Personnellement, j'aime aussi beaucoup la musique mainstream. C'est juste de la musique que je vais écouter dans un certain contexte, c'est tout. Et justement, Tyler, the Creator a signé un contrat de distribution pour continuer à avoir le contrôle sur sa musique et pouvoir faire exactement ce qu'il veut, en pariant sur le fait que, sur le long terme, les gens allaient adhérer de plus en plus à sa musique et que les fans de départ qui apprécient vraiment sa
sa musique allait rester sur le temps. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Tyler, the Creator, à la base, est un fan de will.i.am. Et en fait, ils avaient eu une conversation en 2010-2011. Et Tyler, the Creator, lui expliquait qu'il adorait sa musique dans les années 90. Et que ce qu'il a fait après, ben, ça ne lui correspondait pas du tout. Et will.i.am lui a dit, eh bien, tu sais, des fois, il faut s'adapter justement au marché pour réussir à vivre de sa passion. Et Tyler, the Creator, avait refusé ça, en disant que c'est possible de gagner énormément d'argent en faisant exactement ce que tu veux. Et donc de là, will.i.am lui a dit, ok, on fait un pari, dans 10 ans, si tu réussis à faire exactement ta musique et à gagner énormément d'argent, bon, il a fait une série de tweets où clairement il était un petit peu sur les nerfs en fait, Tyler, the Creator. Et donc, au vu de tout ça, Tyler, the Creator restera indépendant pour exécuter exactement sa vision. Mais lorsque tu es un Tyler, the Creator, tu vises sur le long terme, parce que clairement, pour ce qui est de travailler un marché de niche et faire en sorte de gagner beaucoup d'argent avec, ça prend du temps. Donc, il n'aura aucun hit au début de sa carrière et ses ventes d'albums ne vont pas être incroyables. Par contre, de son côté, DJ Khaled, lui, avait déjà des hits depuis 2010. Je pense notamment à ce morceau. Mais par contre, lorsque tu regardes ces dernières années, il charte en permanence. Son premier album qui sera disque de platine sera Flower Boy, son 4e album. It was someone that told me this. Nigga, I put out a song and it's a fucking hit. You care too much. And I was like, yo, that's crazy. Bro, you don't even realize the geeks, the ones that care, that give a fuck, that it's passion, whether they do it for free, they're the ones that stick around. Et en France, si tu regardes bien, on a la même chose. Alpha One, Freeze Corleone et Laylo sont des artistes indépendants qui ont travaillé un marché de niche et qui réussissent aujourd'hui à avoir un succès mainstream. On est en 2019. DJ Khaled s'apprête à sortir son nouvel album, Father of Assad. Le DJ de Miami a lui aussi fait beaucoup de chemin depuis 2011. Il est passé d'artiste urbain à pop star. Entre-temps, il a quitté l'écurie de Birdman pour signer chez Epic Records et chez Roc Nation pour le management. Il enquille ses premiers gros hits et accompagne Beyoncé en tournée. Parmi les invités de ses albums, il n'y a plus seulement des rappeurs, il y a également des pop stars. Et parmi elles, tu peux compter Justin Bieber, Rihanna, Calvin Harris, J Balvin, Justin Timberlake et bien sûr le couple Carter. DJ Khaled est devenu l'une des plus grosses machines à hits de l'industrie, sans parler de son savoir-faire en tant que marketeur. Et de l'autre côté, Tyler, the Creator a évolué positivement d'album en album. Il est beaucoup moins provocateur, beaucoup plus mature et surtout beaucoup plus musical. C'est notamment ce qui a fait le succès de son album Flower Boy, un album beaucoup plus soul et R&B que le précédent. Aussi, Tyler, the Creator a traversé beaucoup de turbulences en 2014-2015. En effet, le rappeur était persona non grata dans plusieurs pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore la Grande-Bretagne. La raison ? Des propos homophobes qu'il aurait tenus lors de son premier album et son second sorti en 2009 et 2011 respectivement. Alors il n'était pas juste cancelled sur internet comme tu peux le voir très fréquemment aujourd'hui. Non, lui c'était réel, c'est des gens qui étaient devant ces shows, qui faisaient des manifestations et qui voulaient pas qu'il performe. Et c'est assez drôle parce que quand tu regardes Tyler, the Creator aujourd'hui, c'est justement le symbole de l'acceptation de soi. C'est-à-dire que dans son public, tu vas avoir aussi bien des gays, des hétéros, etc. Et c'est justement la force de notre futur globalement. Est-ce que Tyler, the Creator est lui-même bi? Je sais pas réellement en fait. Je sais pas s'il joue là-dessus ou pas. On n'a pas une réponse fixe. En tout cas, il aime beaucoup jouer sur le fait qu'il aime bien les hommes. Et donc cette période compliquée a duré entre 2 ou 3 ans, ce que j'ai trouvé complètement débile à l'époque. Mais bon, c'est pas très grave. Mais après la tempête, vient le beau temps. Car Tyler, the Creator rentre dans le prime de sa carrière. Donc Flower Boy, sorti en 2017, s'est placé à la seconde place des Billboards avec 106 000 copies vendues. Juste derrière Lana Del Rey qui en a écoulé 107 000. Et il était juste devant Meek Mill qui en a écoulé 102 000. Et de là, Tyler a tweeté « Ah, 1000 copies! Putain, je suis dégoûté! On était si près !» Donc là, ça montre que Tyler, the Creator ne veut plus être mis dans la case sombre et poussiéreuse du rap alternatif. Non, lui, il veut la place de numéro 1 et il veut qu'un maximum de gens apprécient sa musique.
public. Et en fait, ce qui s'est passé avec les années, c'est que son audience n'a cessé de grandir, notamment grâce à une régularité, une évolution constante dans sa musique et dans son univers, et un talent hors pair. Et comme il le dit si bien dans sa bio Twitter, ID, execute, repeat. Une idée, exécution, et on recommence. Et donc, fort du succès de Flower Boy, Tyler décide de sortir son prochain album, Igor, le 17 mai 2019. Mais c'est la même date que la sortie de l'album de DJ Khaled. Un choix de date d'ailleurs qui ne fera sourciller absolument personne tant la concurrence n'est pas directe et que donc il n'y a pas un conflit d'intérêts, tu vois ce que je veux dire? Et justement ce que Tyler a fait avec le temps, c'est qu'il est sorti de la case horrorcore en fait et il a évolué avec son public au fur et à mesure des années en allant sur quelque chose de beaucoup plus R&B, de beaucoup plus soul et en termes de sujets abordés dans la musique, il est sur des sujets qui sont très intimes et c'est là où il était excellent en fait. Et les personnes qui écoutent sa musique depuis le début, se sont reconnus pour une bonne partie dans son évolution et dans l'univers qu'il a créé autour, vêtements, festivals, etc. Donc ils se sont retrouvés et en parallèle de ça, il a attaqué en fait un nouveau marché qui était le R&B Soul dans son album Flower Boy qu'il a ensuite développé dans Igor. Donc il a touché un public pop mais avec une approche très indie en fait. Donc en fait ce qu'il a fait durant ces années-là, c'est qu'il a grandi avec son audience et il leur a proposé musicalement des choses un petit peu différentes, ce qui lui a permis de toucher un public beaucoup plus large. Et en parallèle de ça, il a continué à approcher ses textes avec le même humour, mais toujours avec autant de profondeur dans les sujets choisis. Typiquement, il approche ses textes très différemment d'un rappeur traditionnel. Et justement, ce public-là, dont on a parlé un peu au début, vont se retrouver beaucoup plus facilement dans la musique de Tyler. Et de l'autre côté, DJ Khaled continue à faire marcher la machine à hit comme d'habitude. Il fait danser les dance floors. En soirée, en vacances, tu mets du DJ Khaled, ça passe extrêmement bien. Donc, en quelque sorte, tu dis pourquoi tu veux les comparer parce que tu sais que DJ Khaled va vendre plus que Tyler, the Creator et c'est ok. Et pourtant, lorsque les chiffres tombent, coup de tonnerre, Igor est premier du classement avec 165 000 copies vendues en première semaine, dont 70 000 copies physiques. Il faut savoir que Tyler, the Creator travaille énormément le visuel et crée énormément de produits en dehors de la musique, donc son public est très friand d'avoir des produits créés par Tyler. Et DJ Khaled arrive en seconde place avec 136 000 copies vendues. C'est officiel, le rap indie l'a emporté sur le rap mainstream. Lorsqu'il apprend les chiffres, DJ Khaled rentre dans une colère noire. Apparemment, il serait rentré en fureur dans les bureaux de son label, il aurait fait un scandale, et ça devant tout le staff. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait les bundles. Les bundles, c'est les lots. Par exemple, si tu achètes un ticket de concert d'un artiste, tu vas avoir l'album en plus. Ou alors, tu prends le hoodie, tu as le CD en plus. En gros, c'est des lots qui ont été faits pour permettre en fait de booster les ventes des artistes et en particulier les ventes physiques. Donc, les gens qui veulent s'acheter un produit physique vont en plus de ça avoir l'album de l'artiste en question. Et dans certains cas, tu avais même des lots où tu avais plein de produits complètement différents, je sais pas moi, un micro, des choses comme ça, et tu avais l'album d'un artiste. Et en fait, les lots, en France, on dit le D2C, et d'ailleurs, avec Deal et Terme, on a fait un show dédié au D2C. D'ailleurs, je t'encourage à aller le voir. À la rentrée, c'est le retour de Deal et Terme, ça va être mortel d'ailleurs. Il y a des gros épisodes qui arrivent, donc reste connecté. Et donc, on avait parlé justement de ce concept-là du D2C. Aux États-Unis, ça a été interdit depuis parce que ça a ouvert la porte à toutes sortes de pratiques. En France, c'est encore pratiqué. Et dans le cas de DJ Khaled, il dit qu'il y a 100 000 copies qui devaient rentrer grâce au D2C normalement, donc grâce aux bundles. Sauf que ces 100 000 copies ont été refusées par Billboard parce que l'entité a jugé que ces copies-là n'étaient pas valides. Et donc dans la frustration, DJ Khaled a enregistré cette vidéo. I make albums so people can play it and you actually hear it. You know, driving your car, you hear another car playing it. You know, go to the barbershop, you hear them playing it. You know, turn the radio on and you hear them playing it. You know, it's playing everywhere. It's called great music, not no mysterious shit. You never hear it. Alors on est très loin du DJ Khaled festif, positif, motivant. Non, là on est plus sur un DJ Khaled qui a été rageux et insultant. Et cette vidéo que DJ Khaled a postée va le desservir. D'ailleurs, il va la supprimer très vite. Et derrière, Tyler, the Creator, ça va lui donner du gaz et ça va lui permettre de faire davantage la promotion de Igor. Il va d'ailleurs aller sur Twitter en trollant DJ Khaled. Et un an plus tard, Tyler, the Creator gagne un Grammy Award, celui du meilleur album rap de l'année. Et DJ Khaled
n'est même pas nominé dans cette catégorie. Et c'est seulement après 2 ans de silence que Tyler, the Creator, va finalement répondre à DJ Khaled lors d'une interview sur Hot 97. D'ailleurs, c'est une interview de 1h30, je vous conseille vivement d'aller l'écouter. Elle est passionnante, probablement l'un des meilleurs contenus sortis ces derniers mois. It was fun. It was just watching a man die inside because the weirdo was winning. I was moonwalking in a wig. This nigga had everyone on his album, everyone. And it's like, oh no, this bridge gonna work. It was already making alternative rap and not fully being, again, accepted. So for some guy like that to kind of indirectly be like, that ain't real black music, that's what it felt like. And I was like, my nigga, don't do, but I didn't say nothing. I just let that number one speak. The nigga ego had to deal with that because his whole identity is we the best, we the number one. And when the underdog to him took that away from him, the nigga ego was deflated. He'll probably never admit it. Des propos durs, mais justes. En 2021, il sort Call Me If You Get Lost, un album 100% rap qui sera également classé à la première place des Billboards avec 169 000 copies vendues en première semaine, dont 55 000 en physique. Il remportera une seconde fois le prix du meilleur album rap aux Grammy Awards. Le garçon est devenu un habitué. Ce succès que Tyler, the Creator, rencontre dans la musique se ressent dans tous les autres aspects de son business. Alors là, bien sûr, je parle de tout ce qui est média, notamment son show télé qui était sorti il y a quelques années, Loiter Squad, son festival Camp Flog, Gno, qui rapporte plus de 3 millions de dollars par an, ses marques dans le textile, Golfwang, la première et la petite dernière Golf Le Fleur, qui connaît un succès monstre pour son univers français d'époque mis à la sauce Tyler. I steal my style from old men and like friends. Once you hit like 57, you really don't give a fuck anymore. So, and you have so much experience of how things fit on you if you're not a dick fuck. Alors pour conclure, c'est clair que Tyler, the Creator, n'a pas pris le chemin le plus simple, c'est d'ailleurs clairement le chemin le plus long et le plus complexe, mais ce que l'on peut voir avec le temps, c'est qu'il a réussi à bâtir un cult following qui l'a accompagné durant ces 10 années et il a réussi à gagner de nouvelles personnes grâce à un univers toujours plus sophistiqué, une musique qui s'est élargie grâce à des notions de R&B et de soul, musique qui a été délaissée par beaucoup aujourd'hui, et il faut dire qu'il a réussi à donner tort à will.i.am. L'année prochaine, ça fera 10 ans qu'ils ont eu cet échange, si je me trompe pas. Il pourra dire clairement à will.i.am, hey, j'ai réussi à bâtir un empire dans la musique sans avoir eu à compromettre ma créativité. Juste en écoutant ce que mon public veut et ce que je veux moi, j'ai réussi à faire quelque chose qui marche. Et avant de clôturer cet épisode, j'ai une question à vous poser. Quel artiste, qui est arrivé depuis, on va dire, 2016-2017, est en mesure de créer un univers aussi stylé que Tyler, the Creator? Parce qu'il faut dire que c'est quand même l'un des univers les plus stylés du rap que j'ai pu voir depuis toujours, hein, très clairement. Donc dites-moi en commentaire quel artiste vous verrez bâtir un truc similaire. Aussi, n'oubliez pas de commenter et liker cette vidéo si vous avez apprécié. Ça a été une vidéo très dure à faire, entre les changements de tenue, l'acting. Vous savez que je suis un grand acteur, moi. Donc voilà, merci beaucoup, merci. Donc n'oubliez pas de liker un maximum, faites péter le nombre de likes. On va essayer de faire plus de likes que la vidéo de Snoop Dogg, d'accord? Cette vidéo qui apparaît juste là. Et moi je vous dis à très bientôt, croyez en vos rêves. Je suis très inspirant aujourd'hui et je vais recommencer à beaucoup vous inspirer. Et je vous laisse avec cet extrait de Tyler, the Creator que j'ai beaucoup apprécié. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers.